On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit deux auteurs, membres de l'Association des auteurs de la Montérégie. Ils œuvrent dans des milieux différents, mais il y a quand même des rapprochements. Mais d'abord, on vous parle de tourisme et de vélo en Montérégie. Il y a bien des endroits pour se plaire. C'est le moment de planifier vos prochaines semaines, vos loisirs, vos activités et notamment vos sorties à vélo. Vous savez que la Montérégie est grande et au fil du temps, tout ça c'est un peu balisé, organisé. Il y a des outils maintenant sur Internet, mais il y a aussi magazine ici, Cap sur le vélo qu'on peut se procurer bien sûr et à l'intérieur duquel vous allez retrouver évidemment une carte aussi assez détaillée pour vous montrer les endroits que vous pouvez bien sûr découvrir ou redécouvrir. On en discute avec Amélie Caron, qui est la coordonnatrice au développement du cyclotourisme chez Tourisme Montérégie. Bonjour et bienvenue. Merci. C'est drôle parce qu'il y a une trentaine d'années, quand je commençais le métier en radio-télé, on était tout excités parce que là, on venait d'inaugurer une piste, puis deux, puis trois. Puis là, on est rendu 30-35 ans plus tard. Ça s'est beaucoup développé. Et est-ce que je me trompe ou même il y a encore place à d'autres développements? Tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on vise, qu'on travaille avec les gestionnaires de réseaux cyclables pour encore plus connecter nos réseaux actuels par l'entremise notamment d'une entente dont je pense qu'on va peut-être pouvoir parler davantage tantôt. Mais oui, tout à fait. Puis c'est drôle parce que moi, je fais notamment les salons vélo de Montréal, de Québec, de Gatineau. Puis il y a des gens qui me disent justement qu'ils sont venus quand ils étaient plus jeunes ou qui habitaient dans la région. Puis ils se disaient « Ah, ben là, tu sais, telle piste n'est pas encore asphaltée. Ouais, c'est pas encore... Puis là, ils voient la grandeur du réseau quand je leur mentionne qu'il y a plus de 600 km de pistes cyclables. Ils sont impressionnés par la grandeur de notre réseau maintenant. Là. C'est parce qu'au départ, on inaugurait, je ne sais pas moi, l'Estriade, la Montérégiade, la fameuse piste le long de la bande du canal entre Saint-Jean et Chambly. C'est un classique. Mais au-delà de ce que je viens de nommer là, c'est tout le reste, là. Tout à fait. C'est tout le reste qui s'est développé, là. Tout à fait. La piste du canal de Soulanges, les gestionnaires travaillent encore plus, année après année, à justement asphalter par petits bouts lorsqu'ils ont des subventions, à mettre en valeur aussi tout ce qui est à proximité des réseaux. Donc, on a une belle richesse dans la région. Dans les outils, on le voit quand c'est asphalté ou non asphalté, ou quand il s'agit, je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre monde, là, mais quand on est en bordure d'une route existante. Là, donc, tout ça est quand même balisé. Donc, quelqu'un qui regarde un peu son tracé va être à même de voir où il va passer, dans quel type de conditions il va passer. Là. Tout à fait. C'est vraiment important pour les cyclistes de savoir, justement, parce qu'il y en a qui préfèrent des pistes asphaltées, il y en a qui veulent juste prévoir le type de vélo selon la sortie ou selon les conditions. Donc, oui, nous, on s'assure de faire les cartes avec un cartographe qui peut, justement, avec une légende, qui va indiquer aux gens, justement, si c'est asphalté, pas asphalté, si c'est en site propre aussi. La majorité de nos réseaux sont en site propre, c'est-à-dire que c'est complètement pas proche des véhicules, dans le fond, là, qu'on traverse des champs, des boisés. Donc, ça, les cyclistes aiment beaucoup ça. Bon. On disait tantôt aussi, il y a du développement à venir, il y a des ententes. Le gouvernement aussi s'implique pour plus d'1 million de dollars à développer et valoriser les réseaux cyclables multifonctionnels en Montérégie. C'est quoi les impacts d'une annonce comme celle-là? Oh mon Dieu, bien ça, c'est suite à ce que toutes les MRC, dans le fond, qui font partie de cette entente-là, incluant aussi l'agglomération de Longueuil, vous l'avez mentionné, le MAMACH, le MTMD aussi, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et évidemment, bon, Tourisme Montérégie qui est mandataire de cette entente-là. On s'est concerté puis on a décidé de prioriser nos réseaux, qui est vraiment une force dans la région, pour justement les mettre en valeur, les développer encore plus. Oui, ça s'est développé au fil du temps, mais il y a encore du travail, du chemin à faire, puis de façon collaborative, je dirais, là, pour encore plus les connecter, etc. Est-ce qu'on sait combien il peut y avoir de cyclistes qui utilisent toutes ces pistes-là dans une année, dans une saison? Avez-vous déjà eu des sondages ou des chiffres approximatifs pour voir un peu c'est quoi l'engouement du vélo dans une région comme la nôtre? On a des chiffres parce que les gestionnaires travaillent notamment avec Vélo Québec qui font un comptage annuel
de façon... Il y a quelques gestionnaires, quelques pistes qui ont ce qu'on appelle des compteurs là, électroniques, comme exemple comme on a sur avec les routes des fois. Exactement. Et il y en a d'autres qui font un comptage manuel, ceux qui n'ont pas de comptage électronique. Et puis, de façon exponentielle, ils arrivent à voir un peu le nombre de milliers de personnes qu'il y a sur les pistes. Mais c'est le genre de choses avec l'entente qu'on s'est mis dans les objectifs d'acquérir des données, se doter de données pour voir c'est qui nos cyclotouristes, il y en a combien de façon un petit peu plus globale, régionale. Ils partent d'où? Qu'est-ce qu'ils font comme circuit? C'est le genre de choses qu'on veut encore plus connaître. Bien, c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle origine-destination, parce que ça donne une idée, dans le fond, de quelles sont les routes les plus achalandées, quelles sont celles qui mériteraient d'être développées en priorité, et ainsi de suite. Oui, et de voir aussi leurs besoins. Les besoins au niveau des infrastructures, de l'accueil des cyclistes, justement. Donc, c'est tout le genre de choses qu'on veut voir ensemble. Quand on part de Saint-Jean-sur-Richelieu, où nous sommes ici en ce moment, est-ce qu'on est un peu à la croisée de tous les chemins? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller un peu comme dans presque toutes les directions? Oui, bien, Saint-Jean, c'est vraiment un pôle que nous, on met de l'avant, Tourisme Montérégie, de par le réseau cyclable, parce que vous le mentionnez, c'est vraiment un pôle qui converge 3 routes vertes. Donc, la piste du canal de Chambly, la Montérégiade, l'axe cyclable Vallée-des-Forts aussi. Ouais. Puis, à partir d'ici, bien, le rendu à Chambly, on peut prendre la route des Champs, qui est une autre belle piste cyclable qui se rend jusqu'à Granby. C'est vraiment un réseau là, presque tout interconnecté. Donc, oui, c'est vraiment un pôle qu'on met de l'avant parce qu'aussi, il y a de l'hébergement. Donc, ça, c'est un besoin des cyclotouristes qui arrivent d'un peu plus loin, là. Mais on peut se rendre jusque dans le Suroît, pratiquement, presque entièrement sur piste cyclable. On peut se rendre jusqu'à Sorel avec l'accotement de la 132. Donc, c'est vraiment bien, une force qu'on a là. Bon. Ça, c'est un autre volet parce qu'il y a de ces cyclistes qui partent de la maison et ils reviennent le jour même. Oui. Ça, mais il y a ceux aussi, avec sac à dos à l'arrière, qui partent pour des randonnées de plusieurs jours et qui vont avoir un besoin d'hébergement en cours de déplacement, qu'ils restent en Montérégie ou qu'ils aillent vers l'Estrie aussi. Ça, c'est un autre type de clientèle. Oui, c'est vraiment, quand vous mentionnez des gens qui viennent faire une escapade, une petite journée à vélo, ils repartent. Pour nous, c'est des excursionnistes. Les cyclotouristes, vraiment, qui vont faire un séjour, qui prennent de l'hébergement, bien, c'est ce qu'on met de l'avant, notamment dans le magazine, sur notre site Web. Nous, on travaille beaucoup en collaboration avec nos membres établissements. Il y a ce qu'on appelle aussi la certification Bienvenue cycliste, offerte par Vélo Québec. Donc, ça, les hébergements adhèrent à cette certification-là, puis ça garantit, dans le fond, aux cyclotouristes d'avoir un accueil adapté pour eux. C'est-à-dire un endroit sécurisé pour qu'ils puissent mettre leur vélo. L'établissement a notamment les informations des cartes cyclables sur le réseau cyclable et des outils pour des réparations mineures. C'est le genre de choses qu'on travaille en collaboration pour en avoir un peu plus puis leur faire connaître ça. Bon. L'autre chose aussi, dans la différence aussi de clientèle, disons, je prends mon propre exemple. Là. Disons, là, on s'est acheté un support à vélo intéressant. Puis là, on se dit, bien, disons qu'on veut faire une escapade, mais pas trop loin. C'est-à-dire que sans nécessairement partir de la maison et revenir à la maison, de prendre l'auto, se déplacer, aller, disons, je ne sais pas, dans le bout de Valleyfield, dans le Suroît, et là, faire une journée d'escapade et revenir ensuite. Donc, ça amène quand même qu'on va se déplacer. Mais ça nous permet aussi de découvrir des régions avec lesquelles on est peut-être un peu moins familier. Tu sais, je prends l'exemple, quelqu'un qui habite Saint-Jean, c'est pas inné d'aller revirer à Valleyfield ou dans le Suroît. Mais pourtant, il y a des trucs super intéressants dans ce coin-là. Oui, puis je suis certaine qu'il y a plein de gens qui habitent à Saint-Jean qui ne savent pas qu'il y a une super belle piste à proximité ou qui la connaissent un peu moins ou ils ne l'ont pas fait en entièreté ou, comme vous le mentionnez, qui connaissent moins tout ce qui est le réseau de la Montérégie-Ouest, le canal de Soulanges, le parc régional Beauharnois-Salaberry, qui a une super belle piste cyclable qui longe l'eau, ou la Sauvagine à Sorel, une belle petite piste, qu'un 12 km, mais super agréable. Puis, ce qui est intéressant chez nous à Montérégie, c'est qu'on a 11 pistes régionales, puis ils ont vraiment chacune leur caractère différent. Donc, c'est pas parce qu'on connaît une piste, puis c'est sûr, on y va plus souvent ou à chaque semaine ou parce que c'est à proximité de chez nous. Mais moi, j'incite vraiment les gens à découvrir tout le réseau cyclable parce que c'est vraiment différent. Bon, parlons d'interconnexion. Dans quelle mesure on peut se balader à vélo en Montérégie, puis aller vers l'Estrie ou le centre du Québec, faire Montréal, Laval et compagnie? Dans quelle mesure
le réseau est interconnecté aux autres régions dans le pourtour de la Montérégie? Bien, par exemple, avec la métropole, avec Montréal, on peut traverser directement avec notre vélo de par la piste du pont Champlain, du pont Jacques-Cartier, l'Estacade, puis on arrive directement sur la riveraine, qui est la piste cyclable qui longe le fleuve. Et à partir de là, bien, on a accès vraiment à tout le reste de notre réseau cyclable ou encore les navettes fluviales, qui est un peu plus méconnu, mais que ça peut être super agréable. Il y a plusieurs points à partir de Montréal, dans l'est de Montréal, au Vieux-Port, puis on arrive à Longueuil, par exemple. Donc, ça peut être vraiment agréable en famille. Sinon, le reste du réseau est vraiment interconnecté avec les cantons de l'Est, de par justement le réseau de l'Estriade, nos pistes à Montérégiade et la route des Champs. Sinon, par le centre du Québec, par le circuit des traditions, qui est la route verte aussi, donc qui connecte avec la piste La Campagnarde ou par le nord, par Sorel. Donc, c'est vraiment intéressant. Les gens peuvent faire vraiment des grandes boucles là, de plusieurs jours. On a tellement de connexions aussi avec la Naudière de par le traversier. Saint-Ignace de Loyola, on peut arriver à Sorel, puis à partir de là, rejoindre les connexions. C'est pas 100% sur piste cyclable, mais comme par le circuit des traditions, comme je disais, ou l'accotement de la 132, c'est la route verte. Donc, c'est quand même sécuritaire. Vous avez fait référence au pont Champlain. Ça, c'est quand même nouveau parce que là, le nouveau pont Champlain nous permet de se balader à vélo ou à pied, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ça doit quand même changer la donne de beaucoup. Je connais quelques personnes là, qui y sont allées à pied ou à vélo. Je ne l'ai pas fait encore. Je me dis que je le ferais bien. C'est quand même un long pont, on s'entend, là? Oui. Mais ça doit être quand même un élément assez important parce que là, de l'autre côté, il y a surtout le canal de la Chine là, qui peut être drôlement intéressant. Bien oui, tout à fait, parce que c'est vraiment encore plus accessible. C'est ce qu'on veut travailler. Et même pour que les gens de Montréal viennent ici. Là. Exactement, pour améliorer les connexions. Puis même, je dirais, plus que ça, les touristes qui viennent à Montréal, visiter Montréal, bien, ça leur permet encore plus d'accessibilité s'ils veulent voir un petit peu, faire du vélo à proximité, pas nécessairement dans la métropole. Bon, cap sur le vélo, là, ici, j'ai l'édition papier, mais la même édition existe en format électronique. Si on va sur votre site. Là, il y a la grande carte, mais il y a aussi des cartes plus petites, plus précises, là, avec beaucoup plus de détails intéressants. Oui, exactement. On travaille cet outil-là qui sert d'inspiration, mais aussi beaucoup de planification aux cyclistes. On travaille vraiment en collaboration avec chacun des gestionnaires de réseau qui sont pour la plupart des MRC, qui nous envoient leurs informations à jour. Puis on peut mettre en valeur tout ce qu'il y a à proximité des pistes, parce que c'est ce qu'on veut faire, découvrir en même temps. Là. Et quelqu'un qui veut aller vers les États-Unis, est-ce que quand on arrive de l'autre côté, dans l'État de New York ou l'État du Vermont, il y a aussi de l'interconnexion intéressante de ce côté-là? C'est ce qu'on veut aussi travailler dans les prochaines années, consolider des liens jusqu'aux États-Unis, mais on a notamment l'axe cyclable Vallée des Forts, qui est la route verte, qui descend jusqu'à la colle et qui rejoint le réseau Bike Champlain. Donc ça, c'est une autre opportunité. Puis par Burlington aussi, c'est un projet qu'on veut développer beaucoup dans les prochaines années. On est aussi connecté avec l'Ontario quand on parle du marché ontarien de par la Waterfront Trail. Donc c'est ça, c'est vraiment la richesse. On a beaucoup d'opportunités en Montérégie de par nos connexions. Merci infiniment. Donc, le cyclotourisme en Montérégie se porte bien. Il y a des outils, il y a du développement. Procurez-vous Cap sur le vélo ou encore allez directement sur le site Internet pour l'avoir en version électronique. Un gros merci et bonne saison. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, es-tu bien en selle pour le show de cette semaine? Absolument, parce qu'on parle du grand défi Pierre Lavoie avec notre ami Marc-André Hull qui est avec nous. Ah, ils font un vue d'œil, lui, hein? 87 livres. Oh, manquez pas ça. Parlons de l'Association des auteurs de la Montérégie qui organise occasionnellement différents ateliers, conférences, événements. Et il y en a eu un d'ailleurs tout récemment du côté de Longueuil. Et je trouvais la thématique intéressante et je trouvais surtout les deux invités fort intéressants parce qu'on parle de fiction, on parle de réalité. Et je vous présente d'ailleurs nos deux invités. D'abord, Denis Boudria, qui est auteur, mais aussi avocat, juge et coroner à une autre époque, voilà, pas si lointaine. Voilà. Et de même que Serge Labrosse, auteur et journaliste. Salutations. Bonjour. Bienvenue. Bon, tout d'abord, peut-être juste pour expliquer aux gens, qu'est-ce que c'est que l'Association des auteurs de la Montérégie? C'est une association qui existe depuis une quarantaine d'années, je pense, qui regroupe des gens qui écrivent en Montérégie et qui se regroupent pour participer à des ateliers, avoir des conférences, s'entraider. C'est une association d'auteurs.
Existe-t-il beaucoup de membres dans cette association? C'est variable. Je dirais qu'il y en a probablement une centaine actuellement, mais il y en a déjà eu plus. Ça varie selon les années. Bon, Serge, évidemment, tu as œuvré dans le monde du journalisme pendant fort longtemps, entre autres au Journal de Montréal, mais très souvent, certains journalistes finissent par prendre la plume autrement, à publier des livres, ce que tu as fini par faire également. Est-ce que ça, c'est un cheminement qui s'avérait, disons, naturel de ton côté? Bien, en fait, c'était mon rêve de jeunesse d'écrire. Ouais. Je voulais écrire, mais je voulais aussi gagner ma vie. Donc, j'ai choisi le métier de journaliste plutôt que celui d'écrivain. Au Québec, on sait clair. ce que c'est. Et puis, tout naturellement, j'en suis venu à l'âge de la retraite à préparer ma retraite, puis à écrire des textes. Puis, naturellement, c'est devenu, pour moi, un engouement pour la nouvelle, le court texte. Parce qu'au journal, par exemple, on fait des reportages qui sont généralement très courts, parfois 2-3 textes, mais ce sont des textes courts. Donc, c'était naturel pour moi d'écrire sous cette forme-là, plutôt que le roman, par exemple, qui demande des textes de longue haleine. J'en suis pas là. Puis je pense que j'aime particulièrement le genre de la nouvelle. Qu'est-ce qui fait qu'un avocat, juge ou coroner décide un jour de devenir auteur? Bien, j'ai commencé à écrire en 1963. J'ai publié en 1965. Ça s'appelait Avenue avec Jacques Boudris et André Baudin, avec une préface de Gatien Lapointe. On ne connaissait pas notre chance, on ne réalisait pas à quel point on était chanceux d'avoir un tel auteur pour nous appuyer. Et j'ai toujours écrit, pendant que j'ai exercé mes 3 métiers d'avocat, de juge et de coroner, j'ai toujours écrit, j'écris toujours aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est intrinsèque, c'est comme c'est en vous, vous avez besoin de ça? C'est un besoin. C'est un besoin d'écrire, c'est un mode d'expression. Et c'est un mode d'expression dans les métiers que j'ai exercés qui permet de décanter, de prendre un recul face à ces métiers-là. Et c'était ma façon de m'exprimer. Quand vous dites que vous écrivez encore aujourd'hui, vous écrivez quoi au juste? J'ai 2 romans qui sont presque prêts. Avis à tous les éditeurs qui vont me barrer à la porte. Mais évidemment, quand on devient un éditeur à 78 ans, je veux publier, on se fait dire, assieds-toi, ça va se passer. Alors, j'écris des romans, j'écris beaucoup de poésie. Je vais participer dans quelques semaines à une exposition chez Artaud, ici à Saint-Jean, qui célèbre ses 20 ans. Alors, je suis parmi les auteurs qui ont été retenus. Alors, je vais être là. Bon, Serge, qu'est-ce que tu as écrit au fil des années? Et tu disais, on est dans la famille des nouvelles, si on veut, mais explique peut-être un peu au public, qu'est-ce que tu as écrit au juste? Littérairement? Oui. Oui. Alors, j'emprunte aux atmosphères que j'ai connues. Beaucoup. J'ai été journaliste aux faits divers, aux affaires policières, criminelles, devant le tribunal, par exemple, très longtemps, très longtemps. Alors, j'ai vécu des choses assez violentes, assez sordides parfois, mais j'ai découvert autre chose que ça aussi, cela dit. Mais je m'inspire beaucoup de ça pour créer des textes, créer de la fiction, ce qui me permet d'aller plus loin que ce que je faisais. Comme journaliste, on n'a pas droit à l'éditorial. On doit respecter les faits, être objectif le plus possible, puis on recueille de l'information, on écrit ce qu'on a trouvé. La fiction permet d'aller plus loin, permet d'entrer dans la tête des acteurs, par exemple, qui faisaient l'actualité peut-être à l'époque, mais je ne reviens pas sur des faits d'actualité. Je m'en inspire parfois, mais je ne reviens pas là-dessus. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regarder le cours d'une nouvelle ou d'un procès et de dire, il me semble que moi, j'aurais fait finir l'histoire autrement? Oui, bien surtout quand on les rapportait. Hein? Oui. Tu sais, on écrit un texte, puis on se dit, il me semble que il manque un petit quelque chose. Il me semble que je serais allé plus loin dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas publier aussi. Mais alors, je m'inspire de ça. Puis les crimes, par exemple, lorsqu'il y a des crimes que je relate dans mes histoires, bien, il y a des bouts qui sont inspirés de la réalité. Veux pas. Moi, ça a été mon univers, beaucoup, comme Denis d'ailleurs. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que d'un côté, souvent, le journalisme et le droit se côtoient. Hein? C'est souvent le cas là, pendant... je dirais, c'est comme un mal nécessaire, c'est-à-dire que les journalistes ont besoin d'un côté et de l'autre aussi, on a besoin des médias. C'est comme une relation qui est quasi obligatoire, mais
en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est la thématique qui a été utilisée pour votre conférence que vous avez tenue le 19 avril dernier. On dit « Quand la fiction rencontre la réalité ». Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il peut y avoir parfois des échanges afin de s'abreuver d'un expert pour pouvoir écrire quelque chose ou de l'autre côté, aller chercher un peu de fiction de l'autre? Comment s'établit cette relation-là, au juste? Bien, elle s'établit dans les deux sens, je pense. Et je pense que les lecteurs, aujourd'hui, ne veulent plus de fiction pure. Ils veulent retrouver dans la fiction de la réalité. Comment ça se passe réellement dans un poste de police, dans une morgue, dans une salle d'audience. Ils veulent de la réalité. Donc, l'écrivain ou l'auteur, je ne me qualifie pas d'écrivain très loin de là, l'auteur a besoin de coller des détails qui sont réels pour garder la crédibilité de ce qu'il écrit. Donc, ça se marie souvent comme ça. Et dans mes expériences comme coroner, évidemment, on côtoie la mort de très près. On vient qu'on ne la craint plus du tout, et sans la souhaiter, qu'on la traite comme un fait banal de la vie. Mais on vit des choses qu'on a besoin de raconter, mais autrement, à cause du devoir de réserve. On ne peut quand même pas raconter exactement ce qu'on a vécu en donnant des noms des lieux, mais on a envie de le vivre autrement et de le faire vivre aussi à d'autres. De ton côté, Serge? Il y a une réalité aussi qu'on ne dit pas toujours quand on fait des reportages sur, je sais pas moi, quelqu'un qui se retrouve accusé devant les tribunaux, qui est un criminel endurci et tout ça. On voit le matamor, de personne qui arrive là puis qui a été violente toute sa vie, mais la fiction permet d'aller plus loin, d'aller explorer un peu qu'est-ce que ça a pu être, cette personne-là, dans sa jeunesse. Puis quand on s'interroge comme ça, puis qu'on se remet à écrire dans une fiction, un criminel, par exemple, bien, on est capable de faire ressortir un côté humain. Parce que même là, même dans le sordide et le violent, parfois, il y a de l'humain derrière ça. Et pour répondre à la question de tantôt, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup d'experts dans ma vie. Je ne les ai pas consultés spécifiquement pour un écrit, mais ils m'ont inspiré beaucoup. Même Denis, lorsqu'il était coroner, moi, je couvrais des enquêtes de coroner, de M. le coroner Denis Boudria, puis il ne savait pas, là, mais il m'a inspiré par ses attitudes, par ses décisions. Et c'est intéressant parce que je regardais tout récemment la nouvelle série télé Stats à Radio-Canada. Oui. Dans les premiers épisodes, là, puis évidemment, on est dans l'univers de la santé, évidemment, il y a des gens qui ont décelé des trucs qui n'avaient pas rapport, qui n'avaient pas d'allure. Bon, rapidement, ils se sont adjoints un autre médecin là, pour les aider probablement. En même temps, moi, le téléspectateur moyen, je me disais, bon, un, c'est de la fiction, puis deux, ben, je suis pas médecin, je suis pas infirmier. Ça m'apparaît correct, mais... Donc, je peux imaginer qu'aujourd'hui, quand on crée une fiction, comme vous dites, il faut s'arranger pour que ça ait l'air le plus crédible possible. Oui, parce que sinon, ça perd complètement de l'intérêt et les gens sentent que ça va trop loin. Moi, j'écoute Stat, j'écoute Indéfendable. Je n'ai pas regardé aussi. Indéfendable, mais ça doit être la même chose que Stat aussi. Là. Est-ce que ça a l'air plausible? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit normalement dans une cour de justice? Ça y ressemble. Oui. Il y a des exagérations parfois, puis pour la mise en scène, tu regardes Stat, par exemple, et puis tout leur arrive. Là, tout leur arrive. Il y a des drames toutes les semaines. Bon, c'est un peu... Mais c'est la fiction, puis on veut y croire. On veut y croire parce qu'on... Par bonhomie, on est intéressé par l'histoire. Moi, j'ai écouté l'autre jour quelqu'un qui travaille dans le monde de la santé. Il dit « Je trouve juste qu'ils ont l'air nombreux. » Ah oui? Ça se peut. Non, mais c'est ça. Ils sont débordés, mais pas tant que ça. Ils ont le temps de jaser, en tout cas. Mais c'est intéressant quand même de voir que les auteurs aujourd'hui doivent avoir ce souci d'être crédibles dans ce qu'ils écrivent. Même chose, j'ai reçu souvent des auteurs... Qui vont faire des liens avec des personnages d'époque ou qui vont faire des liens avec des lieux historiques, où là encore, là, le détail... Tu dois faire des recherches. C'est ça. Je ne peux pas imaginer écrire un polar puis pas me renseigner sur la balistique, par exemple. Parce que si tu racontes un fait puis que ça se tient pas, tu perds de crédibilité, comme tu disais tantôt. Alors, il faut se renseigner, il faut aller auprès des je sais pas, travailleurs de rue, avocats, criminalistes, médecins, etc. Mais ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que quand on est auteur, au-delà du fait de s'exprimer, forcément, on se nourrit intellectuellement avec ce que l'on écrit. Bien, tout être humain, je pense, se nourrit, est une éponge, se nourrit de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'il vit. Et c'est cette espèce de bagage qu'on accumule
couche après couche, qui à un moment donné s'exprime. En poésie, s'exprime, parce que j'écris en poésie beaucoup aussi, ça s'exprime d'une toute autre façon. C'est beaucoup plus rêvé, c'est beaucoup plus imaginé, et ça porte sur le mot, alors que dans le roman, il faut décrire des situations et les décrire de façon à ce que les gens puissent avoir envie de lire, de tourner la page. Oui, puis on n'est jamais meilleur que dans l'univers qu'on a connu. Tu sais, pour avoir fréquenté des scènes de crime, pour avoir été impliqué moi-même dans une prise d'otage, pour avoir vécu des moments difficiles. Par exemple, Michel Auger, lorsqu'il s'est fait, notre journaliste au Journal de Montréal, qui s'était fait abattre de 6 balles dans le dos. J'étais là. On a vécu ça. Puis lui, comme coroner, il a vu des corps, il a vu des... on a vécu ces choses. Donc, quand on en parle, les experts, c'est un peu nous. Est-ce que ça vous fait drôle d'être là, tous les deux retraités aujourd'hui, d'avoir eu des carrières en parallèle, puis aujourd'hui d'être assis tous les deux là? Ah oui, tout à fait. C'est sympathique. Moi j'ai lu les 2 derniers de Serge, Bordel de vie, et l'autre aussi, L'encre sèche et on oublie. Et c'est étonnant, comme je le trouve, des façons de voir qui sont assez proches des miennes, finalement. Parce qu'on a vu ça de 2 angles différents, mais c'est la même maudite réalité qu'on a vue tous les deux. Exact. Et notre sensibilité n'est pas si loin l'un de l'autre. Je le découvre en le lisant. Je ne sais pas lui quand il me lit, mais on voit qu'il y a des points semblables. Des points semblables. Puis moi, ce que j'ai eu l'occasion de lire, j'ai pas encore lu ta poésie, Denis, mais oui, ça, c'est bien ça. J'ai quand même lu des textes de Denis qui me semblent être la prémisse de Mémoire d'un coroner, tu sais. Puis là, c'est beaucoup dans la réalité, beaucoup plus que moi, ce que je fais, parce que moi, je suis dans la fiction. Mais c'est quand même, ça pourrait s'imbriquer l'un dans l'autre, presque, là, parce qu'on est prêt, c'est les mêmes univers, racontés différemment. Tout à fait. Je pense que ça résume bien un peu vos discours respectifs, là. Dans le fond, on vient un peu s'entrecroiser dans tout ça. Donc, beaucoup de projets pour les années à venir encore? Il faut. Ça lâche pas. Très active. Serge Labrosse. Merci beaucoup. Longue vie. Merci. Plaisir. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La population grossit, la ville grossit, les services doivent le faire également et se moderniser. C'est le cas du service des pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, le service de sécurité incendie, qui s'est muni tout récemment de 2 nouveaux camions pompes échelle. Donc, c'est maintenant nouveau ici même dans la ville. À demain. Bye-bye.